Bien, je vais vous parler d'interception. Alors, l'interception, par définition, c'est pas le traitement radical définitif. Et à chaque fois qu'on propose un geste interceptif, il faut bien toujours expliquer aux parents que vraisemblablement, il y aura d'autres gestes ultérieurs qui seront nécessaires. On essaye momentanément d'améliorer les choses et surtout d'éviter qu'elles s'aggravent de manière irréversible. C'est un petit peu la conduite, la définition de l'interception. Alors, vous voyez que dans un tableau de Basquiat, il y a tout. Vous voyez que le septum est dévié, qu'il y a le problème du parodonte, qu'il y a le problème de la compétence labiale, il y a le problème de l'articulé dentaire. Alors, la notion importante, c'est celle d'équilibre facial fonctionnel, qui suppose une bonne perméabilité des voies aériennes supérieures, une compétence labiale, un articulé dentaire, si possible en classe 1, et de bonnes praxies orofaciales. Alors, qu'est-ce que les praxies orofaciales, eh bien, c'est la respiration, la mastication, la déglutition, la phonation, mais c'est également souffler, renifler, grimacer, et donc finalement avoir des mimiques agréables, avoir une bonne communication au niveau du visage. Alors un exemple, vous voyez, de praxie orofaciale, c'est didzygilepsie. Et vous voyez ce qu'il a favorisé essentiellement pour souffler dans sa trompette, c'est l'orbiculaire des lèvres, et puis c'est le buccinateur, avec finalement une énorme dilatation du buccinateur, comme quoi la fonction crée l'organe. Alors la diapositive de base pour tout le monde, pour tout bon ORL, finalement c'est ça, hein, c'est le problème contenu-contenant, avec deux courbes qui se croisent. Au début, vous avez un petit contenant, puisqu'il n'y a pas eu de développement de la boîte à langue, et puis vous avez un gros contenu, parce que vous avez des grosses amygdales, des grosses végétations, etc. Et puis une fois que la maladie d'adaptation est passée, au-delà de 6 ans, hein, eh bien, il y a une régression du tissu lymphoïde, donc le contenu diminue, et la croissance, si elle s'est faite normalement, et c'est vrai grâce en partie à un bon positionnement de la langue au niveau du palais, eh bien vous avez un contenant qui est plus agréable, et donc vous avez théoriquement une résolution spontanée du problème. Alors je vous remets quand même cette diapositive d'hier que j'aime beaucoup, hein, pour la disposition des dents chez Ève. Et puis vous avez cet enfant qui a ce faciès adénoïdien classique, hein, qui existait déjà avant l'arrivée de Christophe Colomb. La compétence labiale, un petit rappel d'hier en montrant une belle compétence labiale, un visage harmonieux avec des lèvres charnues, une absence de contraction du menton, donc c'est la situation idéale avec en principe une classe 1 sur le plan dentaire, un léger surplomb de la lèvre supérieure par rapport à la lèvre inférieure. J'en ai déjà parlé longuement hier, donc compétence labiale et articulé dentaire sont complémentaires. Tant que vous n'avez pas obtenu une bonne compétence labiale, eh bien l'orthodontiste aura du mal à obtenir un articulé correct. La boîte à langue, dont on est revenu hier, et je vous remonte ce qui se passe normalement au niveau de la croissance. La langue est au contact du palais. Petit à petit, elle agit sur la suture palatine, et vous avez un élargissement simultané du palais qui devient plus horizontale, et un élargissement de la partie basse des fosses nasales, donc qui va vous favoriser une respiration nasale en diminuant les résistances inspiratoires, et donc qui va jouer sur l'équation, le théorème de Bernoulli, avec la pression qui va légèrement augmenter au niveau des fosses nasales par rapport au flux, à l'accélération du flux inspiratoire. Alors, sur un scanner, c'est très visible, hein, vous voyez qu'à gauche, vous avez un respirateur buccal, la langue n'est pas au contact du palais, et vous voyez que vous avez un palais qui est ogival. En plus, un palais ogival a tendance à remonter un petit peu dans les fosses nasales, vont donc également créer une diminution du calibre au niveau de la partie basse des fosses nasales. Ça, vous n'en tenez pas compte, mais vous voyez que comme le nez n'est pas utilisé, eh bien, il est congestionné en permanence avec une hypertrophie relative de la muqueuse, ce qui contribue à aggraver le problème. À la main ? D'accord. Alors, vous voyez au contraire du côté droit que vous avez un respirateur nasal avec un palais qui est bien horizontalisé, la langue au contact ici, et des fosses nasales qui sont un calibre beaucoup plus important. Donc c'est le principe du X.
L'enfant que je vous ai déjà montré hier, un classique, respirateur buccal, avec ici un périmètre de l'arcade dentaire qui est très limité, donc il n'y a pas suffisamment de place pour aligner toutes les dents. Et l'orthodontie classique consistait à faire des extractions serrées, c'est-à-dire à faire sauter les prémolaires pour aligner les survivantes. Alors ça donnait, vous savez, ce fameux sourire dit à l'américaine, avec un faciès un petit peu plat en sous-nasal, un petit peu étriqué, avec les 4 incisives qui apparaissaient bien alignées, donc tout le monde était content, ça faisait le sourire à l'américaine, mais ça ne découvrait pas plus loin, ça n'allait pas jusqu'au prémolaire et non pas jusqu'à la première molaire. Alors maintenant, bon, là, avec l'orthodontie moderne et les disjonctions, naturellement, tout a changé. Donc la problématique sur ces petites boîtes à langue, c'est où placer la langue, soit en avant avec un open bite et une interposition linguale, soit en arrière, avec une obstruction au niveau de l'hypopharynx et donc une bronchopathie. Je vous remonte cette petite fille, nez cassé, incompétence labiale, déviation septale importante, open bite relatif, carie dentaire, avec à terme une parodontopathie. La même ou sa grande sœur qui a grandi, on retrouve exactement les mêmes symptômes, dystonie labio-mentonnière, sclérale chaud, pommette peu saillante, pilier canin peu développé, sclérale chaud là encore, V inversé au niveau de toutes les lignes de force du visage, cet aspect triste, un angle, je veux dire une mandibule avec un angle insuffisamment formé, un traitement orthodontique prolongé qui ne marche pas, et un gummy smile avec une hypercroissance verticale du maxillaire supérieur. Donc on retrouve toujours ce syndrome de la face longue, l'endognathie maxillaire, les fosses nasales étroites, l'incompétence labiale, l'égression dentaire, le sourire gingival, la parodontopathie, la ronchopathie. Ça, c'est le programme global pour ces croissances qui n'ont pas bénéficié d'un traitement interceptif au départ. Alors la vigilance interceptive, bien, ça consiste donc, comme nous l'expliquait Garbi, à voir ses enfants, à bien les examiner dès le départ. Vous voyez par exemple cette petite fille, on voit qu'elle est incompétente labiale, qu'elle a un nez bref, vraisemblablement avec une obstruction nasale due à une déviation du septum, et vous l'examinez, palais étroit, vous gagnez à tous les coups, vous lui demandez de fermer la bouche, déjà une latérognathie qui est constituée. Parce que l'essentiel dans la vie, c'est de manger, donc elle a choisi le côté droit. J'ai des jumeaux comme ça qui sont en chiralité, en miroir complet, de vrais jumeaux, il y en a un qui mâche à droite et l'autre qui mâche à gauche. Donc vous retrouvez ce palais très étroit, comme ceci. Alors, le problème, c'est ce que Debré, le premier Debré, le père de Michel Debré et le grand-père de nos trois, les 3 qui sont encore vivants, enfin il n'y en a plus qu'un qui est vivant. Et donc c'est cette maladie d'adaptation avec ici une hypertrophie des végétations adénoïdes et puis vous avez toujours cette position de la tête légèrement déjetée en arrière avec naturellement une incompétence labiale là, que l'on devine. Donc l'ablation des végétations adénoïdes paraît aller de bon sens lorsqu'elles sont trop prononcées et surtout si elles donnent une otite séromuqueuse à la clé qui est vraisemblablement une des raisons d'ailleurs du retard cognitif chez ces enfants parce que ils ont en général une surdité autour de entre 30 et 40 décibels et dès qu'on a enlevé les végétations, qu'on a résolu le problème de l'otite séromuqueuse et qu'éventuellement leur a mis des diabolos, on voit que sur le plan cognitif, ils se mettent à émerger. Donc, rétablir cette perméabilité, on voit qu'il y a eu des études qui ont été faites par les Suédois surtout, parce qu'en Suède, quand on demande aux gens de revenir en consultation, ils reviennent. Alors que pour nous, pour avoir des belles séries, c'est beaucoup plus difficile dans les pays latins. Et donc, ils ont montré qu'on modifiait le schéma de croissance selon qu'on avait une respiration nasale ou buccale. Ils ont pu parfaitement le quantifier. Donc sur un open bite comme ceci, il faut souvent associer une rééducation orthophonique dès l'âge de 4 ans,
mais souvent on l'associe également avec des techniques qui obligent un petit peu l'enfant à positionner sa langue vers l'arrière et vers le haut. Et alors, je ne sais pas si vous les utilisez, c'est ces fameux éperons qu'on met derrière les dents mandibulaires pour obliger l'enfant à bien positionner sa langue. Moi, j'ai lu ça uniquement dans des articles, ça m'a paru un petit peu barbare. Il y a plus simple, ouais. Et ça leur permet de recoller leur langue au niveau du palais. Et beaucoup de praticiens disent, surtout les orthophonistes, qu'ils arrivent à fermer les open bites par la rééducation orthophonique en obligeant l'enfant, enfin le rééduquant sur une déglutition mature et non plus par une protrusion de la langue en avant avec une interposition linguale de la langue. Une interposition de la langue au niveau de l'open bite. Alors, la disjonction donc intermaxillaire permet, ce qui est intéressant, à la fois un gain occlusal et un gain ventilatoire, puisqu'on élargit les fosses nasales en même temps qu'on élargit le palais. Alors voilà, typiquement, un enfant qui a une endognathie maxillaire, et vous voyez que d'emblée, les incisives latérales partent en sagittale, que le palais est très étroit, donc on se retrouve avec une arcade dentaire avec un périmètre insuffisant. Et un des gros avantages de la disjonction intermaxillaire, c'est que ça va permettre d'éviter les extractions serrées et ensuite de redistribuer la totalité de la denture. Alors, il est incompétent labial, également souvent en regardant bien, on peut imaginer qu'il ait une déviation septale qu'il va falloir corriger précocement. Vous voyez que la base du nez est complètement déséquilibrée. Ce qui prouve qu'il a une déviation septale obstructive importante avec une déviation importante. Cette arcade dentaire, vous voyez qu'il y a un périmètre totalement insuffisant. Donc la correction, je vous avais promis que je vous le remettrais, orthodontique de l'encombrement incisivo-canin maxillaire est indissociable de la correction orthopédique du rétrécissement transversal de l'orifice piriforme, c'est-à-dire c'est l'entrée osseuse des fosses nasales qui est également insuffisante. Alors, je signale aux ORL également qu'il y a une intervention qui a été mise au point au départ par Yves Saban, qui est très simple, c'est que vous pouvez, quand vous avez une endognathie maxillaire qui est relativement modérée, résoudre le problème en faisant votre rhinoceptoplastie et également en passant par voie sous-labiale, à élargir un petit peu les orifices piriformes en les rognant de chaque côté dans leur partie non pas horizontale, mais dans la partie verticale, et parfois ça suffit. Alors, il faut bien calibrer avec du Mérocel pendant 4-5 jours pour que la muqueuse vienne bien se recoller sur le nouveau cadre osseux. Et souvent, on a de bons résultats. Alors, la disjonction intermaxillaire, le matériel progresse d'année en année. Au début, on avait des choses assez précaires, comme ceci. Maintenant, on a des trucs un peu plus sophistiqués. Enfin, c'est selon les orthodontistes qui s'en occupent et je ne ferai pas de commentaires particuliers sur ce qui est le plus efficace. Toujours est-il que c'est un geste assez simple que l'on met sur la dent de 6 ans. Certains orthodontistes les mettent également sur des dents de lait, sur des dents lactéales, avec un résultat qui est parfois difficile à obtenir. Et vous voyez que globalement, les parents, tous les jours, mettent un petit coup de manivelle pour obtenir une rupture de la suture médiane et donc créer des intervalles, ce qui va permettre secondairement d'aligner les dents correctement. Alors jusqu'à l'âge de 12 ans, on peut le faire. Vous voyez que cette jeune fille a une douzaine d'années, dystonie labio-mentonnière, disjoncteur intermaxillaire, et en principe, on va résoudre le problème. Alors, il y a certaines publications qui dénoncent, si vous voulez, un petit peu l'instabilité de ce procédé. C'est-à-dire que si vous ne réussissez pas à remettre la langue au niveau du palais pour qu'elle remplisse son rôle, eh bien, vous avez beau faire une disjonction intermaxillaire qui paraît mécaniquement relativement efficace, vous avez des récidives. Il faut rétablir en même temps la compétence labiale. Autrement, enfin, je ne sais pas ce que en pense notre collègue orthodontiste, mais la disjonction intermaxillaire seule, isolée, sans rétablissement de la compétence labiale, ce n'est pas durable dans le temps, et c'est ce que semblent montrer les différentes publications. Alors ça. Oui, alors celle-ci, par exemple, qui nous montrait
il y avait une instabilité dans le temps, à moins que ça soit l'autre publication de la technique. Alors, et là, nous montrant qu'effectivement, pérenniser les choses n'était pas évident. Alors l'idéal, en réalité, ce serait de faire une disjonction intermaxillaire très précoce, c'est-à-dire le faire avant l'âge de 7 ans, parce que la molaire de 6 ans, on la guère avant 7-8 ans. L'idéal, ce serait de le faire avant. Alors, comme on le disait, faire ça sur des dents lactéales, ça ne marche pas. Donc, il y a différents processus systèmes qui ont été mis au point. Vous voyez ici, ça fonctionne comme le cric d'une voiture quand vous crevez et que vous n'avez pas une bombe. Mais c'est douloureux, parce que ça a un ancrage osseux, ici, et les enfants le supportent mal. Il y a d'autres procédés comme ceci, avec simplement un petit vérin, vous voyez. Mais également, c'est relativement douloureux, et donc c'est problématique. Donc on n'a pas résolu le problème encore du mécanisme qui permettrait de faire des disjonctions intermaxillaires très précoces, ce qui serait l'idéal. Alors vous voyez ici, je vous remonte cet enfant avec ce déséquilibre nasal, cette incompétence labiale, ce gummy smile, cette endognathie maxillaire et cette base du nez qui ne trompe pas. Donc, déviation du septum. Alors voilà ce que produit une déviation septale antérieure. Ça va vous déséquilibrer complètement vos orifices narinaires parce que ça donne une distorsion des dômes au niveau des cartilages alaires. Et vous voyez que cet aspect en examen va vous expliquer cette distorsion, donc qui parfois va aggraver la déviation septale, va créer un collapsus dit de la valve externe par un collapsus inspiratoire au niveau des cartilages alaires. Alors dans la déviation septale, il y a souvent plusieurs facteurs. Il y a effectivement une déviation du cartilage quadrangulaire en verre de montre. Donc beaucoup de septoplasties sont des échecs parce qu'on se contente de jouer sur le septum, sur le cartilage quadrangulaire. Or, souvent, il y a un autre problème associé, c'est un éperon osseux au niveau du vomer, qui est très obstructif. C'est pourquoi, une fois que vous avez fait votre septoplastie, il faut toujours passer un instrument comme un aspirateur en plastique pour voir si ça passe bien. Par ailleurs, il y a d'autres petits facteurs qui peuvent jouer, comme ici une concabulosa, qu'il va falloir traiter également. Il y a également des hypertrophies turbinales, contralatérales à la déviation, qu'il va falloir prendre en compte. Alors, le gros problème de la septoplastie chez l'enfant, c'est de savoir s'il ne va pas avoir un retentissement sur la croissance crânio-faciale globale et sur la croissance nasale à proprement dit. Alors, il y a eu des tas d'études qui ont été faites pour savoir où étaient les noyaux de croissance au niveau du septum. En réalité, ils sont triples, à la fois au niveau du vomer, de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et du cartilage quadrangulaire lui-même. Donc la septoplastie chez l'enfant, c'est un peu un oxymore, c'est-à-dire qu'il faut faire une réduction conservatrice. Il faut toucher le moins possible et il faut que l'air passe. Donc on va plutôt que de faire des résections, essayer de repositionner sur la ligne médiane, de résoudre le problème, de rogner un petit peu les éperons vomériens et puis de redresser le plus possible la cloison nasale. Mais il exclut, si vous voulez, de faire des grandes résections typiques comme on fait chez l'adulte. Alors, voici notre septum avec ses différentes zones de croissance et il semblerait que la zone clé pour la croissance est surtout cette zone, vous voyez, qui est ici, qui est à la jonction haute entre le cartilage quadrangulaire et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Donc c'est là où il faut être le plus prudent possible en termes de résection. Alors voilà ce qui se passe quand on enlève le cartilage quadrangulaire dans sa totalité. Et donc vous voyez, c'est cette zone ici où il faudrait être très prudent, c'est-à-dire au niveau de votre lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un scanner 3D à chaque fois que vous faites une septoplastie chez l'enfant. Par contre, ce qui paraît fondamental, c'est de ne pas faire de trous dans la muqueuse, ni naturellement dans le périchondre. Donc il faut systématiquement adopter la voie externe.
parce que les gamins ont des petits trous de nez. Donc, si vous voulez avoir une vision correcte et être le plus conservateur possible sur la muqueuse, eh bien, il faut faire une voie externe. Au moins, vous avez une bonne vision. Ça ne laisse pas de cicatrice au niveau de la columelle. Il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai des indications. Alors actuellement, les gens, surtout cette étude, qui est une étude qui a été faite par Rachel Lawrence sur une analyse de la littérature sur PubMed, montre qu'il n'y a pas de modification significative de la croissance crânio-faciale chez les enfants qui ont subi une septoplastie précoce. Et qu'au contraire, à contrario, si on ne les opère pas et qu'on laisse se pérenniser la déviation septale, là, ça va avoir un retentissement sur la croissance crânio-faciale. De toute façon, si un gamin a un nez complètement tordu, ça va évoluer vers un nez bref en évolution naturelle. Donc, en les opérant, en rétablissant une bonne respiration nasale, on va résoudre les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Même si on a un petit retard de la croissance nasale, elle ne sera pas pire que celle que l'on a spontanément. Donc, on a tout bénéfice, globalement, à faire des septoplasties précoces. Alors, les gens ont toujours un peu peur, donc ils ne le font pas avant l'âge de 6 ans. Les auteurs actuellement préconisent de le faire avant l'âge de 6 ans. Ils disent même éventuellement juste après la naissance, ce qui paraît peut-être un petit peu agressif, d'autant que un des obstacles, c'est effectivement plus le nez est petit, plus la dissection est difficile. Alors on doit faire la première septoplastie in utero très prochainement avec Darius, mais bon, pour le moment on n'est pas encore au point. Les gens le font pour les forces labiopalatines, ce qui m'a toujours laissé rêveur. Et le prétexte étant que la cicatrice est de meilleure qualité. Donc, raisonnablement, moi actuellement je l'ai fait à partir de 5 ans, les septoplasties. Une autre étude qui montrait également qu'il n'y avait pas de retentissement sur la croissance globale, qu'il n'y avait pas de déformation globale. Donc voilà notre septum. C'est pas une voie externe, hein, c'est une pièce de dissection anatomique où vous voyez ce cartilage quadrangulaire. Et puis en arrière, vous avez les éperons, ici au niveau chondrovomérien, qu'il ne faut jamais négliger. Alors chez l'adulte, dans les septoplasties, de plus en plus, je fais des déposes-reposes, c'est-à-dire que j'enlève complètement le cartilage quadrangulaire, je le retaille, je le remets en place. Parce que finalement, on se rend compte que lorsque vous regardez un septum, il est très fin en avant, il est très épais en arrière. Donc là, c'est la partie antérieure, donc c'est tordu comme une chips. Et en arrière, c'est droit en général, c'est très épais. Donc une dépose-repose permet de faire une rotation de 180 degrés et de reposer un strut solide en avant, bien droit. On n'a pas de problème. Chez l'enfant, on ne peut pas le faire, parce qu'autrement, on va être trop agressif au niveau des zones germinatives. Donc on est obligé de tricher, et au niveau d'un cartilage comme ceci, eh bien, il faudra faire des petites striations pour essayer d'inverser la courbure. Mais bon, c'est pas très satisfaisant sur le plan technique, je suis bien d'accord. Par contre, faire une résection simple de la partie tordue, eh bien, vous n'aurez plus de sous-cloison et donc vous aurez une rétrusion columellaire, donc ça créera un autre problème. Donc vous voyez que la septoplastie chez l'enfant, il faut faire ça tout en finesse, avec quelques astuces techniques, mais on ne peut pas se permettre de faire des déposes-reposes comme on fait chez l'adulte. Alors, voilà des aspects, vous voyez, de déviation septale haute, comme ceci, où là, il faudra pas hésiter à fraiser un petit peu, si on a un éperon, pour essayer d'être le plus conservateur possible. Donc vous fraisez ça à la fraise diamantée, en irriguant bien. Voilà, des éperons comme ceci. Ou bien vous faites une fracture-luxation et vous remettez en place. Et naturellement, après, il faut mettre des valves de chaque côté pour que les choses restent bien en rectitude. Voilà ce que donne une dépose autrement complète du septum chez l'adulte. Après, on fabrique une maquette et on remet tout en place. Alors naturellement, la dissection doit être faite soigneusement
en sous-périchondral, en essayant de ne pas faire de brèche du tout au niveau de ce fourreau chondromuqueux. Alors l'interception également, ben, ça joue dans les gros syndromes polymalformatifs, hein, comme ceci, où vous avez un enfant, vous voyez, qui a une incompétence labiale, une pneumatisation très importante au niveau des sinus frontaux et également latérales. Alors je ne me rappelle plus du nom de ce syndrome. Ce qui était caractéristique, c'est qu'il a un QI à 150. Alors on leur fait des reconstructions de scanner 3D pour bien savoir où on va faire l'ostéotomie, pour faire une distraction ostéogénétique. Donc on va faire une chondrotomie en essayant d'éviter de toucher les germes dentaires. Donc c'est pour ça qu'on fait une étude tomodensitométrique précise en 3D. Et pour essayer de lui rétablir sa compétence labiale, eh bien, après avoir fait l'ostéotomie, on va mettre en place un distracteur osseux fixé à la fois sur le corpus et sur le ramus. Et on va devoir à la fois fermer l'angle, ici, et rallonger essentiellement le corpus mandibulaire. Alors que dans des hémiatrophies faciales, eh bien, on rallonge essentiellement le ramus. Là, c'est sur le corpus, donc des deux côtés, en bilatéral. Et petit à petit, on va le ramener et ça va permettre de rétablir une compétence labiale. Dans un premier temps. Alors c'est de l'interceptif, parce que naturellement, vraisemblablement, à l'adolescence, hein, il sera obligé d'avoir une chirurgie au moins mandibulaire, peut-être maxillo-mandibulaire. Donc vous voyez que l'interception, bah, c'est un travail d'équipe. Nous, on avait formé une équipe pluridisciplinaire avec un orthodontiste, un chirurgien, une orthophoniste pour prendre en charge. Et comme on le voit ici, eh bien, il faut y aller doucement, avec beaucoup de tact. Mais ne jamais donner dans des gestes brutaux.